Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Et là, j'entends « Es-tu sûr de vouloir grand ?» Hein? Qu'est-ce que vous dites? « Es-tu sûr de vouloir grand ?» Oh, et là, je m'assois et je me dis, j'en ai encore des frissons et je me dis, mais ah oui, c'est vrai. Ah oui, je me mets encore des restrictions. Parce que parler à James Cameron, quand même, quand je vais le raconter. Sans un mot d'anglais. Sans un mot d'anglais, ça va se passer autrement. Je me suis dit, et là j'ai dit, ok, oui, là. J'y vais. J'y vais, je veux voir grand, je veux ci, je veux ça. Voilà, là j'y suis, j'ose. Chers amis, merci d'être avec nous et bienvenue. Voici cette nouvelle rencontre que l'on vous propose avec une voix que vous connaissez. En tout cas, si vous êtes fidèle à certains médias mainstream, comme on dit, qui a fait, dans une expression assez familière, la pluie et le beau temps. Padam, pam, ps. Bon, voilà, ça je l'ai dit. C'est un peu facile, mais c'est un vrai plaisir de l'accueillir, évidemment. Elle s'appelle Marie-Pierre Planchon. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Marc. Comment ça va? Oh ben alors là, je suis aux anges. Merci. C'est vraiment un plaisir, chère consoeur. Ah ben, de même. recevoir. Bravo pour ce petit pull que vous avez mis également, qui est à l'effigie de la couleur de la chaîne aussi. Ah oui? Mais c'est complètement spontané, c'est vrai, inconscient? Ah oui, c'est ma couleur avec le turquoise. Ce sont mes deux couleurs préférées. Ouais. Et je me suis dit, comme j'aime l'harmonie, le turquoise, ça va pas le faire. Donc j'ai opté pour le violet. Alors, je disais qu'évidemment, vous connaissez Marie-Pierre, si vous écoutiez France Inter, puisque vous avez œuvré pendant de longues années sur cette antenne, évidemment, et la météo est quelque chose de si particulier pour vous dans votre univers et dans ce contexte. On a d'ailleurs, vous avez vu, choisi un visuel avec les saisons. Waouh, génial. Il y a la neige. Vous parlez des flocons d'ailleurs dans votre livre. Oh là là. Vous parlez des orages, évidemment, des tempêtes et autres, bien sûr. Alors c'est un livre qui nous amène à recevoir Marie-Pierre. Ça s'appelle Pour l'amour du ciel et c'est chez Robert Laffont. Et je salue au passage. J'ai une pensée pour Robert Laffont et je salue au passage votre initiative parce que nous faisons partie d'un petit cercle médiatico-bien pensant qui ne se plonge pas énormément dans ce genre, en tout cas qui ne dit pas ouvertement être au cœur de ces sujets quand on parle effectivement soit de médiumnité, soit de dons, soit de canalisation. C'est vrai, il faut être honnête. Oui, vraiment, c'était même tabou. Ça commence à bouger. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre parce qu'il y a aussi des personnalités, beaucoup d'artistes qui commencent à l'énoncer, à le prononcer, à le dire et à se dévoiler. Donc ça aide aussi au processus et il faut être patient. Ça fait 40 ans que je suis patiente. et aujourd'hui, le temps est venu. Alors, c'est aussi un livre très intime. Ah oui. Qui raconte bien sûr votre parcours de vie, de la radio, la manière dont vous rentrez à la radio. Moi, je ne savais pas cette façon. On va y revenir, évidemment. Et puis tous ces signes, toute cette synchronicité. Je disais une pensée pour Robert Laffont. Ah oui. Mon cher ami Robert, que j'ai eu la chance de rencontrer et de vivre une amitié avec lui. Et avant de partir, il vous dit une phrase particulière. Avant de partir, il vous dit tu penseras à moi. Oui. Dans ces instants, à la sortie du livre. Voilà, très régulièrement, à chaque fois qu'on se voyait, qu'on déjeunait ensemble, notre sujet de conversation préféré, c'était l'au-delà. Ouais. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est quelqu'un qui se questionnait depuis la disparition de sa maman, il avait 5 ans à ce moment-là et ça ne l'avait jamais quitté. Donc quand on s'est rencontrés, ça a été on avait la même quête. Et c'est vrai que comme il avançait en âge, des fois il me disait, tu sais, si je pars, je te ferai un signe. Des coucous. Je te ferai des coucous. Et donc c'est vrai que lorsqu'il est parti, j'ai attendu un signe. Alors sur le moment, j'ai pas vraiment eu et c'est une semaine après peut-être.
j'étais en quête d'un journal et comme à la rédaction de France Inter, il y a souvent les journaux qui n'ont pas été lus ou dont la date est dépassée sont mis de côté pour ceux qui ont envie de lire. Comme ça, on ne jette pas. Voilà. Et donc à ce moment-là, je cherchais, je ne sais plus quel journal, et je vois cette pile de journaux. Et le premier, donc c'était Le Monde, je crois, ou Le Figaro, je ne sais plus. Et je le prends et je le retourne, et là, Robert en grand. Et en fait, c'était un hommage que l'édition lui rendait. Et voilà. Et puis il n'y a pas eu que ça. Il y a eu les Mésanges aussi. Évidemment. Mais il a su que vous écriviez ou pas? Ah non, il est mort il y a très longtemps. Oui, il y a longtemps. Mais de temps en temps, parce que on se parlait et vraiment en vrai, on va dire, on se parlait vrai. Et c'est vrai que je lui avais exprimé plusieurs fois cette envie, et puis je lui avais exprimé aussi, raconté ce que mon ami médium m'avait donné comme message lors de notre première rencontre en 1997, que j'allais être amenée à écrire. Et moi, je dis non. Moi, je suis quelqu'un de la parole. Non, l'écriture, non, c'est pas pour moi. C'est incroyable. Il y a plein de gens qui disent ça et puis qui s'y mettent à un moment donné parce que ça pousse, quoi. Ça pousse et on peut pas faire autrement. Et donc, il m'avait encouragé, Robert. Alors, évidemment, ça fait partie de ces clins d'œil. Il y a plein de clins d'œil. Il y a plein de références. Et on se rend compte que votre vie est jonchée de gens qui ont fait en sorte que vous puissiez avoir cette ouverture jusqu'à la canalisation, la médiumnité, enfin tous les messages que vous avez, et surtout le décryptage des signes. Oui. Vous savez lire les signes et recevoir les signes. Non, mais c'est vrai. Et c'est pas si simple que ça. Ah, mais non, c'est comme de la magie. Puis moi, surtout à l'époque, quand ça m'arrivait, dans les années 80, quand j'ai pris conscience, ce mot synchronicité, cher à Carl Gustav Jung, je l'avais pas lu, ça n'était pas encore devenu à la mode, entre guillemets, comme aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est grâce à ces moments magiques que j'ai vécu pour rentrer à la radio, qui m'ont éveillée, qui m'ont dit, mais ah là là, déjà j'avais toutes mes connaissances sur l'ésotérisme, le monde invisible, enfin tout ça. Mais ce phénomène de moments magiques qui vous arrivent, ces signes qui sont sur votre route pour vous montrer la route. Et là, j'ai fait le lien avec les anges, avec et que c'était ils étaient là pour m'indiquer mon chemin, pour me tracer la route, parce qu'à un moment on m'a dit aussi, mais t'aurais pu ne pas accepter. Donc là aussi, j'ai compris la notion du libre arbitre. Effectivement, c'est vrai que, parce que je disais toujours, j'avais l'impression d'avoir un ange sur mon épaule qui m'emmenait là où je devais aller, en fait. Genre, j'avais même pas mon mot à dire. Mais non, si, j'ai mon mot à dire. Puisque on a le libre arbitre. Et c'est vrai que j'ai accueilli ces rendez-vous, entre guillemets. De la vie. Et j'ai suivi. Et c'est ce qui a mis du sens. Et que j'ai compris, lorsque j'ai lu aussi La prophétie des Andes de James Redfield, que c'était le premier sens qui était donné à notre vie lorsqu'on rencontrait ces synchronicités. Et que c'est comme ça que je me suis dit, je suis là pour quelque chose, je suis là pour certainement parler de tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai rencontré, toutes ces personnes, faire connaissance avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées, les partager, et c'est ce qui un jour m'a permis de faire ma première émission sur ces sujets, mais 10 ans après. Mais ce qui est assez extraordinaire, et quand on dit qu'il y a effectivement une ouverture et que les choses évoluent, c'est que c'est devenu une expression que de dire c'est une belle synchronicité. Mais oui. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais dit un truc pareil. Mais jamais. Vous savez, j'ai observé ça toujours au milieu des années 90, parce que quand je préparais des projets, donc j'avais repéré dans la publicité toutes ces expressions que je connaissais de la spiritualité, être zen, des choses comme ça, où c'est devenu dans le langage courant, comme aujourd'hui le mot synchronicité est devenu un mot dans le langage courant, quand dans la rue même le karma. Et même le titre. Oui. Pour l'amour du ciel. C'est une expression. C'est une expression. Mais pour l'amour du ciel, on est d'accord. Mais moi, c'est pour l'amour du ciel. Évidemment. ABC Talk vient de me lancer un défi. Veut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle
nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? Alors, on parle de dons, on parle de canalisation, on parle de médiumnité, on parle d'astrologie, on parle de signes, de synchronicité, de rêves prémonitoires, d'anges gardiens, que vous connaissez d'ailleurs. Ah oui, ça, Bon, j'ai on va cette y- grande chance. Et d'ailleurs, On va y je dis revenir. toujours, je suis leur émissaire. Je leur fais la pub. On parle même des maîtres templiers, de la nuit noire de l'âme, on parle du karma, des EMI, de la clairaudience, de la sorcellerie et de la confédération galactique d'Alléluia. Ouais, ça a été un truc inouï quand ça m'est arrivé, parce que ça remonte à très longtemps. En fait, c'est au début des années 2000. La nuit, j'étais réveillée à 3 heures du matin et je savais que c'était l'heure, enfin, ce qu'on disait, que c'était l'heure des anges. Donc, je me levais, je prenais un crayon et puis j'écrivais, voilà. Et puis, j'allais me recoucher. Puis le lendemain, je lisais. Puis je disais, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Et vous voyez, avec beaucoup de doutes. Beaucoup de non, je suis pas là pour ça non plus, c'est pas mon truc, moi je fais de la radio, voilà. Et donc on en parlait avec mon amie médium, Monique Parent-Bacan, une grande médium de Lyon, et elle me dit si, tu as vraiment une sensibilité, une hypersensibilité, tu captes des choses, vas-y, n'aie pas peur, etc. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté, je me disais non, c'est pas, non, parce que j'ai aussi fait connaissance de ce monde invisible qui n'est pas non plus coucou, Oui, tout beau, tout rose. Hein. tout beau, tout rose. Bien sûr. Il y a des parties beaucoup plus sombres, Mmh. comme sur Terre, hein, Mmh. voilà. Donc je me sentais pas assez solide pour pouvoir continuer cette exploration et me laisser peut-être visiter par des choses qui n'étaient pas forcément très sympathiques. Alors que cet univers-là ne vous est pas indifférent Non. depuis toute petite. Maman était déjà très intéressée par ces sujets. Oui, et surtout à la mort de mon père. Mon père est mort lorsque j'avais 10 ans et demi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, commençaient déjà à émerger certains livres. Et ma mère avait entendu sur France Inter, chez Jacques Chancel, Ouais. qui recevait entre autres Béline, ce voyant qui a écrit La Troisième Oreille, qui a eu les messages de son fils lorsqu'il est décédé. Et puis, à ce moment-là, donc ma mère aussi s'est intéressée à ces livres. Mais suite au décès de son époux ? Oui, Ouais. oui. Mais déjà avant, ma mère est quelqu'un qui n'a pas été du tout élevé, a été élevé dans la région catholique et qui a eu la... Je me suis permis. Ah ouais, salut. Vous savez pourquoi je me suis permis de mettre la photo ? On va le mettre plein cadre. Voilà, juste parce que vous l'affichez partout Oui, sur vos réseaux. Oui, Et je même l'ai- votre papa. oui, parce que... Votre papa qui est là aussi. Voilà, ouais. Et vous affichez ces photos partout sur vos réseaux sociaux. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, je peux me permettre de le mettre si ça vous dérange pas. Hein. Et voilà, et ce livre leur est dédié aussi, parce que Bien sûr. c'est grâce à eux que je suis la femme que je suis devenue. Bien Et sûr. j'avais, pour moi, dans ce retour sur ma vie, c'était très important de leur rendre honneur. Là, la marine en avant. Et c'est vrai que, du coup, j'ai perdu le fil. Non. La question, c'était que, Oui. effectivement, votre maman était déjà très Oui, intéressée voilà. par ces sujets-là, Et- et qui plus est à la mort de son époux, de votre père. Enfin, c'était pas son époux. Enfin, C'était son amoureux. son amoureux. Son grand amoureux. Son grand Voilà. amoureux. Ouais, absolument. Et il n'était pas marié. Pour l'époque, c'était... Ce qui était déjà un scandale à l'époque. Et Yes. d'ailleurs, ça aussi, retenez cette information, parce que dans la lignée Oui, des femmes de votre lignée, donc pour oui, le coup, les deux, hein, oui. autant dire que Oui. quand on fait des recherches, on comprend pourquoi il se passe des choses dans votre vie. Exactement. C'est ça aussi que j'ai voulu dans ce livre transmettre, enfin, en tout cas témoigner
de toutes les découvertes que j'avais eues dans ma vie. Et c'est vrai qu'à la mort de mon père, j'ai tout de suite, pour moi, il y avait une évidence. Et c'est vrai que ma mère, comme je vous disais, donc n'a pas été élevée du tout dans une religion quelle qu'elle soit. Ses parents étaient agnostiques et son beau-père était communiste. Donc elle a eu la foi au moment de l'Exode. Elle a été confrontée à l'éclatement d'un obus et elle pensait que son beau-père était mort. Et en fait, non, elle s'est mise sous un arbre, elle s'est mise à prier. Et donc, en rentrant de l'Exode, elle a été au catéchisme toute seule, elle y allait en cachette. Donc, c'était une femme de foi. Et j'ai hérité, elle m'a transmis cette foi, je suis née avec. Pour moi, j'ai jamais eu un moment de me dire « Ah, j'ai eu une révélation ». J'étais comme ça. Quand j'étais petite, pour aller à l'école primaire, je passais devant l'église, dans mon village, en Picardie, et j'adorais aller prier dans l'église. Et même, j'ai le souvenir d'avoir prié, je devais avoir 8-9 ans, j'ai demandé à mourir avant mes parents. J'avais déjà la conscience de la mort qui était là quand j'étais enfant. Et c'est vrai qu'à la mort de mon père, donc j'ai été confrontée à l'absence, et en même temps, je ressentais des choses, mais très difficile d'en parler aussi, parce que je ne savais pas, et grâce au livre que ma mère avait acheté, je me suis plongée déjà à 11 ans dans ses livres, 12 ans, et après celui de Raymond Moody, le docteur Raymond Moody, La vie après la vie, qui a été ma Bible. Life After Life. Ah ben voilà. Qui est évidemment cultissime, hein, bien entendu. Et puis ensuite Kardec. Et puis Kardec, enfin voilà. Donc c'est vraiment, effectivement, ça a été aussi une transmission, et en même temps, je suis née comme ça. Donc j'avais cette chance-là, parce que je pense que lorsqu'on a cette chance de capter, de sentir qu'il se passe quelque chose après la mort, ça change déjà beaucoup. Est-ce que capter et sentir et avoir cette sensibilité, avoir cette hypersensibilité que vous évoquiez, est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière? Oui, et en même temps, c'est comme disait mon chéri, c'est sucré-salé. Voilà. Je peux pas m'empêcher de le placer là, parce qu'exactement, c'est-à-dire que... Je vous ai pas mis de chocolat. Non. Parce que vous avez bien fait. Je sais que vous aviez... Ça y est, vous êtes sevré au chocolat, c'est bon, oui, c'est réglé, oui, c'est fini. Grâce à la sophro, hein, je précise. Pour celles et ceux qui nous regardent, grâce à la sophro. Bon. Donc... sucré-salé, vous disiez. Sucré-salé, voilà, parce qu'en fait, cette hypersensibilité m'a permis de vraiment de capter ce qui était aussi dans l'air du temps, voilà, d'être dans l'empathie quand je recevais mes invités. Et c'est vrai que j'adorais interviewer ce que vous faites. Là, j'aimerais bien être à votre place. Mais chaque chose en son temps. Et aujourd'hui, un autre temps est là, donc pour moi. Et je suis ravie, vous voyez, que des gens comme vous faites ces interviews, donnez la parole à des gens qui ne l'ont pas. Ce que j'aurais aimé faire, ce que j'ai fait un petit temps. Et voilà. Est-ce que vous allez faire? Oui, oui, peut-être. Tout est possible. Tout est possible. I am open. Voilà, j'ai bien compris. Et voilà, je sais plus. Non, alors ce qui est, vous avez dit quelque chose aussi qui est très intéressant. Ah oui, vous avez dit tout à l'heure la foi. Oui. C'est-à-dire que vous avez la foi. Oui. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'on peut avoir la foi, est-ce qu'on peut ne pas avoir la foi et être spirituel, et avoir cette ouverture d'esprit au cœur de la spiritualité? Ah oui, j'ai rencontré dans ma vie des gens qui n'étaient pas du tout en lien avec le monde invisible, qui n'étaient pas du tout dans la spiritualité, mais qui avaient en même temps, pour moi, des comportements, une éthique de vie qui correspondait, voire plus, à un être spirituel. Donc quand on est dans la générosité, dans l'empathie, qu'on a envie de comprendre l'autre, qu'on est dans l'altérité, bah déjà, c'est être spirituel. Mais quand on parle de foi, on l'associe à la religion, souvent. Oui. Et on sait que la spiritualité n'est pas la religion, nécessairement. Non. Donc c'est pour ça, la question c'était, est-ce qu'on peut être religieux, enfin, est-ce qu'on peut avoir la foi, est-ce qu'on peut ne pas avoir la foi et être spirituel? Moi, c'est vrai que pour moi, la foi, c'est pas religieux. J'associe la foi au divin. Donc, être divin, un être divin peut être aussi un être qui n'a pas cette reliance et qui en même temps est divin à vivre. Donc, vous voyez, la nuance, il n'y a pas vraiment pour moi de différence. En tout cas, cette fois, vous parlez de Marie dans votre livre. Oui. Vous parlez de Marie et vous dites que vous avez, même quand vous vous promenez dans certains lieux de culte, vous entendez Marie.
qui vous parle. Vous le dites, hein? Ah bah oui. Et T'es en surtout, train de se dire, j'aurais pas dû écrire ça, en fait. mais c'est vrai que c'est encore parfois pour moi, il faut que C'est vrai je suis honnête. Allez, vas-y. Tu seras pas brûlé, tu seras pas. Non, mais c'est. Mais non, mais c'est, vous savez, quand on a, je me suis auto-censurée pendant des années. Donc là, le fait, mais c'est le moment. C'est le sens que j'ai mis à ma vie aujourd'hui. Et c'est vrai que la toute première fois que ça m'est arrivé, en tout cas, dont j'ai le souvenir, c'est quand j'étais un peu perdue dans mes études, je savais plus ce que j'allais faire et j'avais trouvé un emploi de caissière au Bon Marché et j'allais régulièrement à ma pause du déjeuner prier à la chapelle miraculeuse rue du Bac et je demandais, mais s'il vous plaît, montrez-moi le chemin, montrez-moi le chemin. Et un jour, j'entends vraiment, dans la vie, il faut faire ce que l'on aime. Oh, qui me parle? Allô? Il y a quelqu'un? Et c'est tout, plus rien, juste cette phrase. Oh, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai dit OK. Alors moi, toujours, la bonne élève, OK. Je me pose même pas de questions. OK, il faut faire ce que l'on aime. Bon, bah alors, moi, je vais vous dire, ce que j'aime, c'est le cinéma. Exact. Que j'étais partie pour être architecte, mais en fait, je me suis rendu compte que jamais je n'allais être enfermée dans un bureau à faire des croquis, des trucs. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé, je me suis dit, OK, donc je suis allée au centre d'orientation, j'ai commencé à chercher une école. J'avais pas l'argent nécessaire pour m'offrir une école privée, mais je devais toucher l'héritage de mon père que ma sœur et moi, nous n'avions pas encore eu. Donc j'ai mis en route tout un processus pour récupérer notre dû et de m'offrir cette école. Et au même moment où je rentre dans cette école de cinéma, à un moment, je rentre de vacances et ma mère me dit, écoute, il y a une radio, parce qu'on se chamaillait toujours pour écouter la musique, comme on peut faire dans ces cas-là quand on est jeune. Et voilà, il y a une radio qui vient de s'ouvrir, oh, tu devrais écouter. Et c'est comme ça que j'ai écouté ma première radio, Radio Côte Picarde. Et il y avait un jeu, la bataille navale, et l'animateur proposait de téléphoner pour gagner un aller-retour en Angleterre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Jamais j'ai eu ça, il y a quelque chose, une force. Parce qu'après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais il y avait quelque chose qui m'a poussée. Et donc, j'ai décroché, tout de suite, j'étais à l'antenne et l'animateur m'a dit, mais vous jouez quoi? J'étais décontenancée parce que je pensais pas que j'allais passer si vite. Je dis Marie, M, Marie. Et je suis née au mois de mai, donc 5, M5, il me dit toucher, couler. Donc, j'y suis allée. Et là, je suis allée chercher mon lot à Saint-Valery-sur-Somme, dans la radio. Et là, je tombe avec des jeunes. C'est une ruche. Il y avait que des jeunes, beaucoup de Parisiens. Enfin, c'était vraiment la folie, comme à l'époque, dans les radios libres. Hein. C'était, vous avez connu? Donc, c'était magique. Et un des jeunes me dit, oh, mais ça t'intéresserait pas venir le soir à la fermeture de l'antenne à 23h, t'apprendre à mixer et tout? Moi, j'allais faire une école de cinéma. Je me suis dit, ah, chouette, je vais apprendre à mixer. Donc, chaque soir, je venais, j'apprenais. Incroyable. Et puis, la rentrée est arrivée. Je suis repartie à Paris. Aux vacances de la Toussaint, je reviens dans cette radio. Je me dis, oh, tiens, je vais aller voir les potes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, je tombe tout de suite sur un des animateurs qui me dit, ou technicien, qui me dit, mais c'est pas toi qui es dans une école de cinéma. Là, il y a, figure-toi que nous, on a un animateur qui vient de Paris tous les week-ends et il cherche une co-animatrice. Peut-être que tu devrais essayer. Si ça, c'est pas des synchronicités. Hein. J'ai dit, pourquoi pas? C'est vrai que j'étais une amateuse, entre guillemets, de radio, parce que j'étais biberonnée à France Inter, faut le dire. Et en fait, tout de suite, ils me mettent au micro et tout le monde a fait, waouh, quelle voix! J'ai dit, ah bon? Et en fait, je suis restée au micro, j'en suis jamais partie. Ça a été la première. Ça, voilà. C'est fantastique. Comment France Inter arrive dans votre vie alors? Parce que vous l'expliquez aussi, il y a encore un truc. Oui, c'est-à-dire que après ça, il y a eu, j'ai vécu 18 mois moi j'ai eu mon peace and love. On vivait dans des caravanes, dans un camping, nourri, blanchi. Enfin, vraiment, c'était un monde merveilleux de musique. C'était une belle époque quand même. Oh, c'était magnifique. Moi, j'ai un extrait de ce que c'est que l'insouciance et de vivre de sa passion. Et de pas penser, je vais gagner de temps, ce qu'on fait, c'est fabuleux. Vous savez quoi? À l'époque, parce que j'ai connu la même époque que vous, évidemment, à la radio, on aurait payé pour faire de la radio. Non, mais c'est vrai. On aurait dormi
dans les locaux de la radio. Mais tellement on avait ça chevillé au corps, quoi. Non, mais c'est vrai. Et quand je vois la nouvelle génération des stagiaires qui viennent dans les radios et qui, pour la première question qu'on vous pose, c'est de dire, et combien c'est payé pour, non, mais tu viens en stage, non, mais combien c'est payé? Non, mais, sois déjà dévoré de l'intérieur par cette passion qui t'anime pour ce métier fantastique qu'est la radio. Et après, on parle. C'est magique, la radio. C'est extraordinaire. Mais radio, Donc j'ai eu cette chance-là, magnifique. vous voyez, d'avoir cette insouciance. Et donc, au bout d'un moment, bon, moi, c'est pareil, je me suis rendu compte que c'était pas l'avenir, qu'il fallait atterrir un peu là, et d'aller, voilà. Et là, j'ai démissionné et ma mère, encore ma mère, je dis maman, t'inquiète pas, vous savez, c'était vraiment l'émergence de ces radios, donc je vais trouver. 15 jours après avoir démissionné, ma mère a rendez-vous chez un avocat à Amiens, Maître Lec. Et je l'accompagne puisque je suis au chômage. Hein. Donc, ma mère cet avocat reçoit ma mère et moi qui l'accompagne. Et à la fin de l'entretien, il me dit, mais mademoiselle, vous faites quoi dans la vie? Ben, j'ai écouté, je suis au chômage. Oui, mais bon, voilà, vous étiez étudiante. Je dis oui. En fait, j'étais en fac de cinéma à la Sorbonne. Et puis, en même temps, je faisais de la radio, à Radio Côte-Picarde. Et je suis partie et je cherche un emploi. Et là, il me regarde avec beaucoup de malice dans les yeux et il me dit, vous savez, je ne suis pas qu'avocat. Je suis aussi directeur de Radio Amiens, la radio du Courrier Picard, et nous cherchons une animatrice. Incroyable. Envoyez-moi une cassette. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est fantastique. Et voilà. Et là, ma mère, c'est vrai qu'elle a été là, et moi, j'étais... Voilà. Et puis, c'est pareil, au bout de quelques mois, bon, là, je venais de passer presque 2 ans dans une communauté, on va dire. On était un peu tous ensemble, tout le temps. Et là, je me retrouvais seule à Amiens, qui n'était pas le Amiens d'aujourd'hui. Et je me suis beaucoup ennuyée, mangé beaucoup de chocolat, voilà. Et à un moment donné, je dis, c'est ma première nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que vraiment, là, j'ai été poussée, pareil, à dire, il faut faire autre chose, faut aller ailleurs, vas-y. Et j'ai décidé, sur les conseils de ma maman, d'aller voir José Arthur, qui aidait beaucoup les jeunes à l'époque, un sacré animateur. Grand monsieur du théâtre. Très grand monsieur. José Arthur. Et donc, à l'époque, il avait une émission l'après-midi, et il recevait ces gens derrière un drapeau, j'allais dire, un rideau, accompagné donc de graphologues, de médiums, d'astrologues. Il devait deviner qui y avait derrière le rideau. Mais comme par hasard, ces sujets-là. Aussi. Comme par hasard. Et donc, je me prends une journée et je décide d'aller d'Amiens à Paris. Je rentre dans la maison de la radio et dans cette maison, je connaissais une personne, un ingénieur du son qui était venu former les futurs ingénieurs du son de Radio France Picardie. Je rentre dans le relais H et là, quelqu'un me tamponne, le mec se retourne, Pierre-André. La seule personne que je connaissais dans cette grande maison de 4000 ou 5000 employés. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous avec José Arthur. Mais t'as rendez-vous? Ah ben non, il a son émission tous les après-midi. Et là, il me regarde, je vois qu'il y a un truc qui est pas en ordre. Et il me dit, mais tu sais que c'est enregistré? Alors là, franchement... Il n'est pas en direct. Il n'était pas voilà. Et là, j'ai vraiment un sentiment d'être un peu nunuche. Et là, il me dit, écoute, on ne sait jamais, tu vas auprès des hôtesses, tu demandes, moi je suis à tel endroit, viens me chercher. Là. Et donc, je m'exécute, je fais aux hôtesses qui me disent, oui, c'est aujourd'hui. Je vais chercher Pierre-André qui me dit, vraiment, toi, t'as... Bon. Et il m'emmène auprès du réalisateur de José Arthur, Xavier Fauche, qui m'emmène auprès de José Arthur, qui me dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle, et tout. Bon, avec de si jolis yeux, je ne peux pas vous refuser. Asseyez-vous à côté de moi et vous allez passer l'émission. C'est incroyable. À côté. Et là, à la fin, je fais court, je lui dis, voilà, je peux pas avoir de rendez-vous, je voudrais un rendez-vous. Bon, écoutez, je peux pas faire grand-chose pour vous, mais je pense que si vous faites ce que je vais vous dire, vous allez avoir votre rendez-vous. Voilà, vous allez appeler de ma part la secrétaire de Jean Garretto, directeur à l'époque de France Inter, et je pense que vous aurez votre rendez-vous. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Encore de belles synchronicités. Et il va y avoir, le 5 octobre, ça fera 40 ans aujourd'hui. 40 ans dans cette maison. Moi, j'ai quelqu'un, alors juste un petit clin d'œil, parce que Inter, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup à Inter, qui était Louis Boson. Oh, mon loulou. Ah, mais attendez. Louis Boson, qui faisait les matinales. Mais oui. D'Inter. Une voix extraordinaire. Et il m'invite dans le studio. Oui. Pour la matinale. Parce que je faisais une école de journalisme, etc. Et il m'invite dans le studio.
Et quand j'arrive dans le studio, il me dit « Assieds-toi là, si tu veux, voilà, sur la table ronde et tout. » Voilà. Donc je m'assois. Et je suis en face de Louis Bozon. Je dis « Waouh !» Qui est quand même une sommité de la radio, qui est quand même un monsieur extraordinaire. Et il décide qu'il lui manque 1 minute ou 1 minute 30 avant le journal de 8 heures. Et il veut combler cette minute 30 en disant « Tiens, il y a un étudiant en journalisme, on va lui ouvrir le micro, il va nous dire... » Et il ouvre le micro et il dit « Alors, donc, bienvenue, vous êtes un jeune journaliste, etc., etc. » Et le premier truc que je lui dis « D'abord, pour commencer, Louis, bonjour. » Je me souviendrai, la honte internationale de ma vie, jeune trou du cul qui arrive dans ce studio face à Louis Bozon et qui lui dit, et il éclate de rire. Il dit, mais bien sûr, j'oublie les bonnes manières. Bonjour Marc, comment allez-vous? Et moi, je déroule mon truc comme ça. Et quand je sors, je retourne à l'école et tout le monde avait entendu. Ah. J'ai pris la honte de ma vie en disant, mais comment tu as pu avoir ce ton face à Louis Bozon comme ça. Voilà, c'était pour l'anecdote d'Inter. Mais en plus, j'adore que vous fassiez ce clin d'œil parce que j'ai fait mon premier passage d'antenne avec Louis Bozon. Oh, et j'ai travaillé avec lui. On a fait les matinales ensemble, justement, en 86. Et ça a été un moment, 87, ça a été un moment merveilleux. Il m'a beaucoup, beaucoup appris. Alors, dans votre vie, parce que revenons évidemment à votre ouvrage, pour l'amour du ciel, vous parlez d'amour. Ah bah oui. Et vous dites que c'est la base de tout. Ah bah oui. Évidemment. Ah oui. Ça, c'est la conclusion, j'allais dire, existentielle que tout le monde, quand on est dans cette dimension-là, vénère. Cet amour, bien entendu. Oui. Et il y a des gens qui ont... Mais pas que. Il y a aussi la lumière. Exactement. Et vous dites aussi, quand je dis que c'est un livre très intime, vous parlez de votre amour. Mm-hmm. Celui qui a partagé, évidemment, votre vie. Alors là aussi, vous l'affichez sur les réseaux, donc je me permets de le mettre, évidemment. Ce monsieur qui a considérablement compté. Plus que compté. c'est l'amour de ma vie. Oui. Mon grand amour, comme j'aime dire. Ça n'a pas été simple. C'est vrai. Parce que nous vivions une situation très compliquée. Lui étant d'origine musulmane, ayant eu une éducation assez stricte. Tunisien, et qui avait toujours sa famille et la mère de ses enfants en Tunisie, et ses enfants... dont un de ses enfants à Paris. Et c'est vrai que notre amour a été très passionnel au début. Ça a été une rencontre incroyable aussi. Et cet amour a évolué au fil des années. On a eu plus de 30 ans d'amour. Et surtout les dernières années, on a atteint un endroit où lui et moi ne pensions même pas que ça pouvait exister sur cette planète. Voilà. Wow. Donc, aujourd'hui, heureusement que j'ai vécu tout ça pour tenir le coup. Ah, wow. je voulais pas. Non, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais surtout, c'est d'être à un endroit, d'avoir connu, comment dire, cet amour, je vais dire pur, cet amour vrai, que c'est possible de le vivre sur Terre. Parce qu'on a eu aussi dans ces nombreuses années des moments où chacun vivait sa vie, on s'était un peu éloigné, toujours en contact, mais donc on a vraiment vécu l'évolution de l'amour à deux. L'amour physique, l'amour à deux, l'amour humain. Est-ce qu'on va jusqu'à l'amour inconditionnel? Oui, pratiquement. Oui. Je cherche un autre mot que inconditionnel, parce que étant humain incarné, il y a quand même des petites notifications. Des nuances. Des petites nuances. Des petites nuances. Voilà. Des valeurs. En tout cas, avec des valeurs magnifiques. Et donc, grâce à cet amour, je suis aussi la femme que je suis aussi grâce à cet amour. Voilà. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil parce que, évidemment, vous l'évoquez dans le livre. Oui. C'est, comment on dit? Sabi? Sabi, c'est ça, voilà. Sabi, qui est parti en 2020, je crois. Oui, 2020. En septembre 2020. Septembre 2020. Voilà, d'une façon, pour moi violente, mais pour lui aussi. En fait, il a eu on va dire une crise cardiaque. Voilà. Est-ce que vous parliez de justement
toutes ces facultés que vous avez, ces canalisations, Oui, cette médiumnité. Oui, mais bien sûr. Parce qu'il avait une maman aussi un peu marabout. Voilà. Lui-même avait des mains. Son premier métier avait été forgeron, donc il avait des mains magiques. Et il avait une extrême sensibilité. Il sentait les choses, mais de loin. Ouais. De loin. Alors, quand j'allais voir mes amis, ils disaient, bon, tu vas voir tes charlatans. Voilà, mais n'empêche que des fois, il me disait, tu peux demander, par exemple, à Chantal, il aimait beaucoup, ou quand Monique était là, il adorait mon amie Monique. Vraiment, oui, il avait aussi... D'ailleurs, il était relié au divin. D'ailleurs, c'est ce qui lui avait permis de sortir de l'alcool. Il avait été, à un moment donné, à un endroit où il est très difficile d'en revenir. Et grâce à sa reliance avec le divin, il a tenu, et jusqu'à sa mort en même temps. Hein. Donc, pour moi, c'était ça très admirable de sa part. Enfin, c'était vraiment quelque chose très, comment dire, très difficile de ne pas aussi l'avoir accompagné à ce moment-là. Enfin, donc on a eu beaucoup d'épreuves. Hein. C'était pas. Oui, c'était pas un long fleuve tranquille. Non, loin de là, pas du tout. Pas du Mais tout. c'était un amour fort, puissant et vrai. Et vrai. Ouais, et vrai. Et on est venu pour vivre cet amour-là. Voilà. Même s'il est parti, il se poursuit, il est transmuté et il est là, il me soutient et comme il se nomme, c'est mon chevalier du ciel. Alors, ce chevalier du ciel, vous dites d'ailleurs que, chapitre 18, vous dites que une nuit, qui était une nuit un peu critique, il vous dit qu'il vous a sauvé d'un point de mort. Vous appelez ça un point de mort, ce qu'on appelle la sortie possible sans karma. Voilà, d'une existence. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est c'est passé? grâce à ce moment que j'ai appris ce que c'était, parce que c'était un week-end où j'avais mes amis de Lyon, donc Monique et toute la bande réunie avec qui on faisait des séances... De spiritisme? Non, je dis pas ça, de Wi-Fi cosmique. De Wi-Fi cosmique. Okay. Voilà, c'est un nom que j'écris, ouais, voilà. Ouais. Et en fait... donc lui, on ne vivait pas ensemble, lui il avait son appartement et ce soir-là mes amis me ramènent à la maison et je vois mon ami donc Sabi qui était devant la porte, il n'avait pas les clés, il était devant la porte de l'immeuble et je dis mais qu'est-ce qu'il fait là? Et c'était bizarre et donc tout de suite il m'explique qu'en fait lui il allait rentrer chez lui, il allait rentrer dans le métro et là il a senti aussi comme une voix qui lui disait il faut aller voir Marie-Pierre, il faut aller voir Marie-Pierre et il faut aller la voir. Et donc, il est venu, et je dis, ah bon, etc. Donc, moi, je trouvais ça étrange, parce que je comprenais pas bien. Enfin, bon, c'est vrai que j'étais pas au meilleur de ma forme. Et le lendemain, quand j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit, mais t'as vécu... En fait, quand j'ai eu le message, j'ai demandé en communication avec mon ange gardien. Et là, on m'a expliqué que, en fait, j'avais un point de mort, qu'effectivement, j'aurais pu sortir de ma roue d'incarnation parce que j'avais déjà réalisé pas mal de choses et que c'était une possibilité que je m'étais donnée ou qu'on décide avant de venir et que au final il y avait quand même vraiment une partie de moi qui avait pas envie de partir parce que justement il y avait Sabi et que ça mais à l'époque j'étais quand même assez loin de me projeter avec lui dans une vie amoureuse beaucoup plus longue, classique. Et ce qui a été expliqué ce jour-là, c'est qu'en fait, ils avaient envoyé Sabi pour me redonner de l'énergie, de redonner de la force, qui se serait passé, je ne sais pas, j'ai même pas cherché à savoir, mais qu'il existait des points de mort. Voilà. Alors ça, je découvre aussi. Eh ben voilà. Mais c'est bien, parce qu'effectivement, on en apprend tous les jours, comme dirait l'autre. On a des options de sortie. Alors, le Wi-Fi cosmique, il faut quand même que vous nous parliez de ça, parce qu'effectivement, vous parlez de cette Monique Parent-Bacan. Oui. Qui était extraordinaire. Qui était médium, évidemment. Et alors, vous dites qu'il y avait toutes ces séances, et elle va jusqu'à vous permettre d'entrer en contact avec votre père?
Ah oui, ça, mais c'était d'ailleurs ma quête, hein, parce Évidemment. qu'en fait, c'était ma quête. C'est le pourquoi. Quand on a 10 ans et qu'on perd son père, on sait le donc pourquoi. à travers mes lectures, j'avais lu aussi les livres de l'actrice Shirley MacLaine, qui voyageait à travers le monde, qui rencontrait aussi des médiums, qui lui parlaient de ses vies antérieures, de tiens. Et moi, je me disais, je vais rencontrer, Et j'avais une autre amie qui est toujours de ce monde, Danielle Cabana, qui elle avait été un peu comme ma mère spirituelle et qui un jour me parle de cette Monique et qu'on devait aller voir aussi à Lyon. Et en fait, 3 mois avant sa venue, elle reçoit le message qu'elle doit monter à Paris. Donc on n'a pas eu besoin d'aller à Lyon, elle est venue à Paris et ça a été une rencontre d'âme, on s'est reconnus, un coup de foudre amical extraordinaire. Et en fait, moi, ma quête, c'était, puis surtout avec le film Ghost, qui est mon référent, je savais pas que j'allais vivre ce qui se passait dans le film, mais en tout cas, moi, je rêvais d'avoir ma Whoopi Goldberg avec moi, quoi. C'était ça ma quête, je voulais parler à mon père. Et grâce à Monique, qui, elle, le faisait, pas souvent, parce que c'était pas non plus sa tasse de thé, parce que c'est pareil, c'est pas évident de parler à des défunts. Chacun son rôle, chacun son énergie, chacun son talent, chacun sa mission. Mais elle est médium, donc elle était médium. C'est son... Oui. C'est une faculté, mais n'empêche que, vous savez, les énergies, c'est quand même... Mais elle aimait beaucoup l'énergie de mon père, donc j'ai pu lui parler. Et ça a été... Et vous avez eu une preuve? Oui, et ça a été... Je vais vous dire, quand c'est juste... On n'a plus besoin de preuves parce que ça rentre dans le cœur. Et là, il y a une vibration exceptionnelle. Et là, c'est une question de vibration. C'est même plus... Moi, j'avais même pas besoin de preuves parce que, en fait, j'étais certaine que j'allais rencontrer quelqu'un. Vous voyez aussi la force de la pensée. Comment la pensée est créatrice. J'ai rencontré cette femme qui m'a permis. Et c'est vrai que cette séance, on y croit pas. Toujours est-il qu'il y a eu un avant et un après. Après, ça s'est beaucoup pacifié, même avec mon père. D'ailleurs, j'ai entamé 2 ans après un travail analytique où j'ai pu aussi faire la paix, parce qu'il y avait beaucoup de choses à libérer, n'est-ce pas? Et ça a été un des premiers pas, on va dire, justement, vers la guérison. Donc, pour certains, c'est pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Ça n'a été peut-être qu'un grand... En tout cas, ça a été déclencheur de quelque chose qui vous a fait profondément du bien. Et c'est ça, et qui m'a fait avancer dans ma propre vie. Et qui vous a fait avancer. Justement, vous parlez des anges gardiens, et tout à l'heure... Dans votre œil malicieux. Non, mais dans l'énumération de toutes les thématiques qu'il y a, jusqu'au Titanic. Alors, c'est vous dire, on va quand même très très loin. Non, on va en parler aussi. Votre ange gardien, donc, vous savez qui il est? Oui. Et alors, j'ai interrogé tellement de personnes qui nous disent, vous avez ceux qui disent que lorsqu'on donne un nom à un ange gardien, c'est une invention de l'humain. Ils n'ont pas de nom particulièrement. Mais comme on a besoin de les identifier, on les estampille d'un prénom ou d'un nom, etc., etc. Et puis d'autres qui vous disent, mais si, moi je l'ai entendu, il m'a bien dit qu'il s'appelait comme ci. Alors, Ézéchiel. Oui. Mon cher Ézéchiel. Votre cher Ézéchiel. Alors, ce Ézéchiel, imagination de Marie-Pierre en termes de prénom, ou est-ce que véritablement vous l'entendez, ce prénom? Ah, mais pas du tout. Moi, au début, la première fois, c'est Monique, donc qui faisait ce médium entre lui et voilà. D'abord, c'est le guide de Monique qui a donné le nom en premier. Okay. Et moi, Ézéchiel, un prophète, mais c'est tout. Monique, pareil, pas très dans la religion, l'Ancien Testament, tout ça. Bon. Et donc, on commence à chercher. Une fois la communication terminée, on va chercher. Donc, par contre, l'information que j'avais déjà, grâce à Monique et à ses enseignements, enfin, ce qu'elle captait déjà à l'époque, c'est que nous avions 3 anges gardiens. L'ange gardien du corps, qui avait gardé 10% de négatif pour pouvoir avoir une action sur la matière et peut-être des fois nous sauver une vie, si c'est possible. L'ange gardien de l'esprit, qui est lié... en fonction de notre date de naissance, et l'ange gardien de l'âme, qui est Tan Elohim. Donc là, à l'époque, j'en étais qu'au ange gardien du corps. Et donc, son guide nous donne le nom Ézéchiel. Donc moi, je cherche et je demande, je dis, mais j'aimerais avoir des infos. Pourquoi j'ai cet ange gardien? Pourquoi? Il y a une raison. Tu sauras en temps et en heure. Et voilà. Tais-toi. Comme j'ai entendu Marie dans la grotte, j'allais dire, dans l'église. C'est tout.
Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à la procure, vous savez, la librairie, voilà. Je demande, non, ils n'ont rien. Bon, alors, la fille de la procure me dit peut-être aller à l'église, il y a une Bible, ou chercher dans la Bible. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée, effectivement, je vois là, Daniel, Ézéchiel, je commence à lire, mais bon, ça me parle pas vraiment. Et puis, je sais pas, plusieurs mois après, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous tapez... Il y avait tout l'univers. Il y avait tout l'univers. Vous vous souvenez de l'encyclopédie Tout l'univers? Tout l'univers. Bah oui, bien sûr. Oui. Oh, mon Dieu, Ça ne mon nous Dieu. rajeunit pas. Nom de Zeus. Et en fait, j'étais à la radio, et ce qui était quand même extraordinaire, c'est que c'était quand j'avais mon émission de nuit, dans laquelle j'avais reçu des gens qui vivent autrement, qui pensent autrement, des gens spirituels. Et là, on était avec ma réalisatrice en train de monter une émission sur les anges gardiens. Françoise No, qui avait écrit un livre. Et on était en train. Et là, le téléphone sonne. À l'époque, il n'y a pas encore vraiment les portables. Donc, c'est l'assistant de l'émission du téléphone sonne, Gildas, qui me dit, Marie-Pierre, j'ai trouvé un livre pour toi. Descends tout de suite parce qu'après il va partir. J'ai ok. Donc je dis à ma réalisatrice, je descends, j'en ai pour 2 minutes. Je descends au 3e, je rentre dans le bureau et Gildas me dit, regarde, il est là. Donc il était sur la petite fenêtre, je prends le bouquin, je dis, mais pourquoi tu me donnes ce bouquin? Il me dit, je sais pas. Et j'ai jamais su. Et donc je prends le bouquin, je vois un chandelier juif, Théo Klein, le guetteur, je remonte dans l'ascenseur et je lis, et là je vois que c'est en fait un livre sur Ézéchiel et le lien avec Israël, etc. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Là, je vous jure, c'est un choc, parce que je remonte, je le dis à ma réalisatrice, qui elle-même était en train de monter sur les anges gardiens. J'ai dit, regarde, et je lui raconte. Et en fait, quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points communs et que c'était incroyable d'avoir cette lecture. Gildas ne m'a jamais dit pourquoi il avait choisi ce livre. J'ai jamais su. Il devait vous arriver entre les mains et vous deviez le lire. Et voilà, et avoir une autre lecture, beaucoup plus laïque, beaucoup plus sociétale aussi. Puis il raconte son exil par Nabuchodonosor. Et figurez-vous que quelque temps après, moi j'habitais dans le 7e, rue Saint-Dominique, et je passais, alors je ne sais plus si c'est avenue Bosquet ou avenue Rapp, il y a un restaurant qui s'est ouvert à 300 mètres de chez moi et qui s'appelait Nabuchodonosor. Incroyable. Et là, si là tu y crois pas, si t'as pas compris, compris, bon, et l'exil, etc. Et surtout, une de ses devises, c'était de transmettre. Bon, c'était un visionnaire. C'est lui qui a eu la vision du char dans les nuages. Donc moi qui adorais voir des choses dans les nuages. Qu'on me traitait d'illuminé, enfin, vous voyez. Donc lui, sa devise, c'était, lorsqu'il avait une information ou même une vision, c'était de la transmettre. Après, chacun était libre d'en faire ce qu'il voulait. Et c'est là où le libre arbitre rentre en jeu. Mais c'était ça, de transmettre. Et c'est toujours ce que je faisais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que m'était venue aussi l'idée de faire cette émission de nuit pour des gens qui pensaient autrement, etc. Parce que j'avais eu accès à tant de connaissances dans ce monde, de la spiritualité, du monde alternatif, que je me disais, mais pourquoi on n'en parle pas? Moi, j'ai besoin de transmettre. Moi, je connais ça, j'ai envie de vous... Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais sachez que ça existe. Et donc, c'est comme ça que Ézéchiel est rentré dans ma vie et qu'il ne me quitte plus. Et même, je vais vous dire, j'ai mon ami avec qui j'ai fait la première radio sur cette émission de cinéma. Je reçois une photo cet été, il était en Sicile, et il m'a envoyé une statue et c'était marqué Ézéchiel. Donc, vous voyez. Bon, là, voilà. C'est bon. Là, c'est bon. Voilà. On a fait le tour, CQFD. Bon, ouais. Bon. Alors dans les rencontres, parce que vous l'aurez compris au travers de ce livre, j'appelle pour l'amour du ciel, on parlera juste en fin d'émission de Bernard Werber, préface de Werber. Moi je savais pas cette anecdote de Werber qui veut pas aller voir la médium, etc. Alors vous allez me raconter ça. Donc pour l'amour du ciel, c'est évidemment chez Robert Laffont. Alors juste le Titanic. Alors vous parliez évidemment des films, il y a des films qui vous ont profondément touché, E.T., Ghost tout à l'heure, Patrick Swayze évidemment, Demi Moore, Whoopi Goldberg et les autres. Et puis le Titanic, et vous avez rencontré James Cameron. Oui, ça a été plus que magique. Parce que c'est quand même après la mort de mon chéri. Je suis dans une période aussi... ça commence à aller, mais j'ai pas encore rencontré mon éditrice qui va me demander, qui vient à moi, qui va me demander d'écrire ce livre. Et mon dialogue avec l'invisible.
Je suis dans cette période où je sais plus où je suis, je sais pas où je vais encore. Par contre, j'ai déjà, je sais pas si c'est une vision, mais en tout cas un désir profond d'écrire, peut-être un scénario, peut-être, je sais pas. Voilà. Mais je sais que je vais raconter notre histoire et que ce défi-là, ça met le sens à son départ et que je vais y arriver. Je sais pas comment et je lâche prise et grâce aussi au message que je reçois à ce moment-là, dans des moments de grande détente, parce qu'ils m'ont les énergies d'Alléluia, ils m'ont vraiment transmis des messages à ce moment-là où j'étais vraiment dans des moments de désespérance et à des moments où justement, grâce à eux, l'énergie est revenue en m'expliquant que déjà pour être dans cet état de recevoir, il fallait que moi je sois dans une détente avec un D majuscule, parce que sinon c'était même pas la peine d'essayer, on captait n'importe quoi, d'être dans ce lâcher prise et surtout de vibrer de plus en plus haut, de plus en plus fort et d'être dans ces moments pas d'extase, mais de profondément de confiance et d'y être et de visualiser. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé et donc d'être dans ces moments d'y croire. Et c'est vrai que lorsque j'entends la veille que James Cameron va venir à France Inter, je me dis oh tiens, un clin d'œil parce que le Titanic, parce que Avatar quand même, voilà. Et mon chouchou, c'est mon préféré avec celui qui a fait Contact, Robert Zemeckis. Évidemment. Voilà. Et Jodie Foster. Et donc, je me prépare. Bon, comme je ne parle pas anglais, je me fais 3 phrases sur le verso. 3 pense-bêtes. Que j'apprends par cœur. 3 pense-bêtes. Et j'attends sa venue, donc manque de bol, il y a toute une armade. Vous imaginez quoi. Et d'ailleurs, je pensais même pas qu'il allait venir en studio, mais je me dis, on sait jamais, hein. Quand voilà, il arrive, on peut pas l'approcher. Donc moi je dis c'est pas grave, je fais mon bulletin, il va venir s'asseoir à côté de moi. Donc j'aurai juste à côté de moi et je vais pouvoir lui dire mes 3 phrases. Donc vous faites le petit bulletin météo. Voilà, je finis mon bulletin météo. Non, j'ai même pas le temps. C'est-à-dire que en plein bulletin météo, il ouvre la porte et rentre dans le studio comme s'il était chez lui. Il n'avait pas compris qu'en fait c'était en direct. Ah oui. Et il parle fort et tout. Donc moi j'annonce James Cameron rentre en studio. Donc Nicolas m'interrompt, Donc là il comprend qu'il se passe quelque chose. Bon bref, il s'assoit à côté de moi et là je dis chouette, je vais pouvoir lui parler. Sauf que je sais pas quoi, vient le remettre là, l'ajuster là, parce que maintenant on est filmé en radio, voilà. Et donc basta, rien. J'ai dit zut. Bon, ça fait rien, j'étais heureuse, j'allais avoir ma petite photo avec James Cameron. Mon enfant intérieur était déjà comblé. Comblé. Et puis quand même, je dis je vais l'écouter. Donc il explique aussi parce que c'est lui aussi. Il a même eu la vision en rêve d'Avatar. Enfin, il fonctionne avec ses rêves, comme j'ai toujours fait aussi, parce que ça on n'a pas parlé, mais ça fait partie aussi de mes chouchous. Et donc j'attends, puis je l'écoute, et puis là, je me dis quand même, j'aimerais bien. Il faut que je lui parle. Et puis pareil, il sort du studio. Je dis je vais l'attraper à ce moment-là, mais une armada. Il avait une interview à faire après. Bon, et là j'entends. Es-tu sûr de vouloir grand? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Es-tu sûr de vouloir grand? Et là, je m'assois et je me dis, j'en ai encore des frissons et je me dis, mais ah oui, c'est vrai. Ah oui, je me mets encore des restrictions. Parce que parler à James Cameron, quand même, quand je vais le raconter. Sans un mot d'anglais. Sans un mot d'anglais, ça va se passer autrement. Je me suis dit, et là, j'ai dit, ok, là. J'y vais, je veux voir grand, je veux ci, je veux ça. Voilà, là j'y suis, j'ose. C'était un des premiers pas aussi vers de montrer qui j'étais, comme m'avait soufflé Monique, mais il y a bien longtemps. Et en fait, il sort de son interview, il est happé par d'autres gens et je peux pas. Et là, j'abandonne, là, je laisse pris. Je dis, ça va. J'ai fait ma déclaration à l'univers. Oui, je veux voir grand, c'était ça le but. Et je pars, pensant que lui, il allait encore rester. Et donc,
les ascenseurs à la radio sont face aux toilettes. Et moi, je vais aux toilettes. Et je vais aux toilettes, je me lave les mains, je m'essuie, et j'ouvre la porte, mais et là, boum, dans quelqu'un. Et là, quelqu'un fait James Cameron. himself. Et il me regarde droit dans les yeux, il me tend la main, et là j'ai dit, vas-y. Ah oui. Et là, parce que les autres, parce que j'avais demandé à son attaché de presse, au moins de lui, son mail, que j'écrive, enfin bon, vous voyez. Et là, ils étaient tous là, hein, et ils me parlent. Et là, parce que je dis I'm sorry, je sais plus ce que je dis. Le pense-bête. Vite, et là, pense-bête. et je lui dis, voilà, que j'écris, que je machin, enfin, je sais plus ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, écrivez-moi. Et il est monté dans l'ascenseur, et moi, j'ai resté comme ça. J'ai dit, Mais écrire où, à qui, vous l'avez fait ou pas? Non. non. On verra. Mais, attendez, hein, rien n'est Mais figé dans le marbre. il faut rêver grand. Ouais. Ça, c'est en tout cas la grande leçon, parce que personne n'aurait parié un copec que j'allais lui parler finalement, parce que quand même, il y a eu des résistances, mais il y a eu quand même cette déclaration à la vie, à l'univers. Oui, je veux voir grand. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça a été pour moi une grande leçon de réénoncer, d'exprimer son désir haut et fort, c'est le moteur. C'est incroyable. C'est plein d'histoires comme ça, plein d'anecdotes de vie, plein de parcours. Alors, il y a évidemment plein de choses. On parle Bernard Werber qui fait la préface de votre ouvrage. Alors, moi, je savais pas du tout que... D'abord, je savais pas que vous étiez ami avec Bernard Werber. Bon. Bernard Werber qu'on a déjà reçu, évidemment, ici. Et Bernard Werber, il y a une histoire de médium. Il veut pas aller voir une médium qui est votre amie? Oui. Mon amie Monique, toujours la même. Ouais. D'ailleurs, il le raconte maintenant dans son spectacle. Okay. Il raconte, il met même la photo, parce que ce jour-là, j'ai fait une photo. Et en fait, il est... donc, on se connaît déjà depuis 2 ans. Je connais son attirance pour tous ces sujets, etc. Et quand je rencontre Monique, bien sûr... Je n'ai qu'une idée en tête, c'est de lui présenter, parce que franchement, je me suis dit, ils vont bien s'entendre. Oui, c'est raccord. C'est raccord. Et il venait d'écrire Les Thanatonautes, tout ça. Donc, pour moi, il y avait une évidence. Et puis, quand je lui en parle, Et donc, il vient quand même à notre réunion du vendredi, quand Monique venait de Lyon. On se réunissait à une vingtaine. Et il vient et il trouve ça que il me dit, oui, c'est bien gentil ta réunion tupperware, là, mais c'est pas pour moi. Je dis, oui, t'as raison, il y avait que des femmes. Hein. Enfin, un homme, non, à l'époque, Maxime n'était pas encore là, donc voilà. Et puis, on se l'était passe, et arrive son anniversaire, au mois de septembre. Et là, je me suis dit, Monique venait pile poil sur son anniversaire, je me suis dit, je vais lui offrir une séance. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, écoute, il n'était pas chaud. Hein. Ah non. Il me dit, j'y suis allée. Et d'ailleurs, sur la photo, il fait une, il fait une mine, comme je sais pas, enfin, on voit son élan. C'est très prononcé. Et là, il y a un moment magique aussi pour lui, parce que, en fait, effectivement, il prend connaissance de ses vies antérieures et son ange gardien, etc. Que ça résonne avec sa vie actuelle. Exactement. Et d'autres, déjà, il avait déjà quand même connaissance de certains. Enfin, il sentait bien qu'il avait eu des vies passées, et ça résonnait. Enfin, ce que disait. Puis Monique ne connaissait pas Bernard à l'époque. En plus, il était connu pour ceux qui avaient lu Les Fourmis, voire Les Thanatonautes, mais c'était pas la grandeur de l'écrivain qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà. Et du coup, Monique le connaissait pas, donc elle-même ne savait. Sachant rien de sa vie, pour lui, ça a été aussi un moment de vérité, parce que elle lui a sorti des choses qui même lui, ça l'a quand même interpellé. Comme il est curieux, sa curiosité a été piquée au vif, et après, plus tard, il a écrit L'Empire des Anges. En tout cas, la prochaine fois, s'il revient sur ce plateau, dans ce studio, et l'invitation est lancée, je lui raconterai cette anecdote. Oui. Dis donc, tu nous avais pas raconté cette histoire. Oui. Pour l'amour du ciel, la voix de la météo raconte son dialogue avec l'invisible. Alors, il y a plein d'autres choses, parce qu'il y a 35 chapitres. Alors, autant vous dire que voilà, j'ai tout étalé sur le bureau, et je me suis dit, oh là là, on parle de quoi, de ça, tout est intéressant. Merci. Tout est intéressant, tout est à prendre, et puis à laisser infuser, comme on dit, parce que je trouve qu'il y a des choses comme ça qu'il faut lire, et pas nécessairement les raconter. Non. Brocéliande.
Oui. Ça aussi, vous racontez Brocéliande. Ça, on peut un peu l'écouter parce qu'elle est toujours en podcast sur France Inter. Donc, Bon. ce moment de folie et de fantaisie, on va dire, parce que c'est vraiment ça. C'est ça. C'est- Non, mais le MI aussi. Oui. Le Bah, MI. oui, oui, parce que c'est lié au corps aussi, parce qu'on Ah oui. n'en a pas parlé, mais c'est vrai que je réagis en premier par le corps, c'est ce que j'ai appris aussi dans l'enseignement ononique, et que mon corps me guide. Mm. Et même au milieu de l'écriture de ce livre, j'étais en panne d'inspiration, et c'est mon corps, les problèmes physiques que j'ai rencontrés, qui m'ont amené à me libérer totalement, et à libérer, comme je dis, cette sorcière bien-aimée grâce à l'œil bienveillant de mon magicien d'ose intérieur, pour amener justement à délivrer ces messages, parce que j'y arrivais pas en fait. Et même ce que je recevais de messages de mon amoureux, je n'arrivais même pas non plus j'avais toutes ces synchronicités dont vous parlez, j'avais ces moments magiques que j'avais envie de raconter, et ce lien avec l'invisible et ce dialogue que m'avait demandé l'éditrice, parce que c'est une demande au départ. Bien sûr, bien sûr. Donc, et puis à un moment, panne d'inspiration, et là, il se passe d'ailleurs une synchronicité extraordinaire, mais je la raconterai pas. Voilà, avec une chanson. Comme quoi, ça arrive comme ça, et l'univers utilise... C'est souvent ça, hein, c'est souvent les chansons, Voilà. ça revient Donc, régulièrement, des prénoms qui reviennent régulièrement. Voilà. Et puis ça vous... Enfin, voilà, quand le lendemain, ça se reproduit, là, il y a une émotion, et ça ne trompe pas. On sait qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Donc ça, j'ai dit, OK, montrez-moi. Et là, j'ai compris que, en fait, je n'avais pas encore complètement accueilli, que j'étais encore très en colère de la mort de mon chéri, parce que c'était un message laissé par la femme de Daniel Lévy sur Instagram. Oh là là. Et en fait, ça fait miroir, j'ai des frissons, ça fait miroir avec mon histoire. Et je me suis dit, oh là là, parce qu'elle avait laissé un message tellement magnifique qu'elle était dans l'acceptation, et ça me renvoyait que Daniel je n'y Lévy, étais pas. le chanteur. Le chanteur, pardon, qui oui. a fait... Et que je n'y étais pas. Et 10 voilà, commandements. et ça continuait comme ça, jusqu'à aussi, je parle des messages d'Alléluia, d'Ézéchiel. Donc ça a été le démarrage de montrer qui je suis. Ce message aussi que j'avais reçu de mon amie qui était décédée, Monique, et qui me disait, montre qui tu es, montre qui tu es. Je disais, je montre qui je suis, mais je montre. Mais non, il y a aussi ce côté-là, et c'est le moment, il faut y aller. Et là, je vois toutes les personnes qui écrivent sur le sujet, d'oser, d'être dans sa vérité et d'y aller, quoi. Et parce que c'est vrai qu'il y a ces moments d'éveil, ces synchronicités. Vous dites, voilà, oui, en fait, c'est l'émerveillement. C'est grâce à ça qu'on est touché, en fait. C'est des hameçons. Après, il y a le réveil, il y a les épreuves, pour moi. Et après, il y a la co-création. Et ce livre en est la preuve. Il y a une co-création avec l'invisible. Vous avez tout dit? Oh non, non, bien sûr que non. Donc il y en a un deuxième? Ben, je l'espère. Ouais. J'espère. On verra. Ce livre est un miracle, je l'ai rêvé et surtout vibré pour qu'il devienne réalité. Ce livre est l'aboutissement d'un long accouchement qui m'a permis de trouver le courage d'ôter ma cape d'invisibilité. Vous avez osé. Ah oui, c'est... Et dans les couloirs de la Maison Ronde, on vous dit pas « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Non. Non, ça va. Non, c'est au contraire, ça libère la parole, parce que aussi il y a des personnes, soit elles-mêmes, soit un membre de leur famille, soit un ami, et ça libère la parole. Et quand la première fois c'est arrivé, sur le plateau d'ailleurs de Léa Salamé, où Magali Ripoll, la chanteuse, a exprimé que lorsqu'elle était petite, elle avait vu des choses. Et je me suis dit merci, parce que grâce à l'écriture de ce livre, je me dis au moins ça libère la parole, parce que il est temps, quoi. Ça suffit. Même ceux qui n'y croient pas, alors je comprends, mais au moins laissez-nous parler, laissez-nous raconter nos rencontres. Ressentir et partager. Ressentir et partager. Après, chacun en fait ce qu'il Absolument. veut. Et... C'est vraiment le leitmotiv d'ABC, c'est de dire qu'effectivement, on reçoit toujours des gens qui ont parfois des discours un peu particuliers et qui ne trouvent pas écho ou résonance pour certains. Eh ben, c'est OK. Voilà. Et on prend ce qu'il y a à prendre, on écoute, on partage. Si ça intéresse, on approfondit. Si ça n'intéresse pas, on passe à autre chose. C'est ça. Mais c'est toujours très intéressant d'avoir cette ouverture-là et de voir de quelle manière il y a des gens comme ça qui osent écrire comme ça. Et alors, je vais vous dire,
je suis convaincu évidemment que ce livre se vend très bien, mais au-delà de ça, même si vous n'en vendiez que 10 exemplaires, je le dis à chaque fois, c'est la classe. Oh, merci. Non mais c'est la classe. Avoir son propre livre dans une bibliothèque, c'est la classe. Ah mais quand je l'ai vu la première fois mais déjà c'est là. sûr. Et quand je les ai eus dans les mains. Quand vous allez dans le bureau pleuré. de Lafon et qu'on vous demande de les signer pour les envoyer à la Ah là presse là, à droite, c'est la classe. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Le mien va suivre. Voilà. Je vais l'écrire et je vais parler de vous dans mon livre et je vais dire voilà. J'ai fait une très, très, très belle émission avec Marie-Pierre. C'était super. Ah, vraiment, voilà. vraiment. Et puis surtout, le hasard qui a fait que c'est une éditrice de chez Robert Laffont qui est venue me proposer d'écrire ce livre. Et pour moi, c'était, inespéré. Inespéré. Bien sûr, bien sûr. Et puis, et chez Robert Laffont. Et chez Robert à Laffont. En plus. Donc, c'était la boucle. Avec la relation que vous aviez avec lui, en tout oui, cas, parce que c'est amitié, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est lui qui a créé toutes ces collections sur les mystères de la vie, l'au-delà, etc. Donc, il y avait vraiment un lien entre nous et je le retrouve là. C'est exceptionnel. Mais entre votre amoureux, entre votre père, entre Robert Laffont, il y a quand même des gens qui sont là. Enfin, ça pousse. On sent que tout était fait pour que ce livre sorte à un moment donné. Ah, mais je n'ai pas eu le choix. Ça a été vraiment, même quand l'éditrice m'a proposé, j'ai senti la résistance, encore. Donc, et bon, là, après, j'ai déposé les... j'ai dit, OK, OK. Et la joie, et enfin bon, et j'ai été portée, j'étais pas seule, mais jamais. Et même dans les moments, justement, quand j'ai appris la mort de mon chéri, je ne me suis pas sentie seule. Et ça n'empêche pas le chagrin, ça n'empêche pas la désespérance. Mais quel réconfort. Mais quel réconfort. Donc, vous voyez, hier, j'entendais l'interview de Javier, j'ai oublié son nom, l'écrivain espagnol qui vient d'écrire Le Fou de Dieu, justement sur... il a perdu la foi quand il avait 14 ans. Et justement, c'est ce qu'il disait, il disait, mais c'est tellement... Quelque part, c'est plus facile quand on a la foi. C'est sûr. Voilà. Et moi, combien de fois je me dis, mais je pense aux gens qui n'ont pas la foi, justement, qui ont perdu un être cher et qui sont désespérés. Et alors, ça ne le fait pas revenir physiquement, ça ne fait pas, ça ne comble pas un vide, mais ça donne une énergie, ça donne de l'amour, parce qu'ils sont là aussi pour venir se rapprocher un petit peu, parce qu'ils peuvent pas non plus toujours venir, surtout quand on est dans le chagrin, on est dans le brouillard. Donc moi, c'était un des premiers messages de mon chéri, d'être trop dans le brouillard et qu'il pouvait pas vraiment comment s'approcher. Donc d'être quand même récompensé, plus les signes, parce qu'ils utilisent la matière, ils utilisent des choses quand même, ils peuvent, donc c'est et puis rire. Et rire aussi, c'est des moments. Moi, je vous dis, il y a pas longtemps, j'étais en vacances, puis mais j'étais pas bien, je pleurais un peu, tout ça. Et puis j'entends, oh mais quand même, c'est pas le bureau des lamentations. Et là, et des réclamations. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Je suis passée des larmes au rire, et c'était son humour. Donc voilà, ça me permet de vous voyez, de pas me laisser prendre par le chagrin. Et même si c'est ma petite voix intérieure, même si c'est de l'auto, mais tant mieux, parce qu'en même temps, absolument, ça m'aide à sortir de la désespérance, et c'est tant mieux. Demain matin, et d'honorer la vie. Ah oui, demain matin, 7h ? Ah bah oui. Non, 6h30 même. 6h28. 6h28, pour faire la pluie et le beau temps. Combien vous faites de flash météo ? 5. Oui, parce qu'il y a la météo des mers aussi, vous faites ? Non, c'est fini, ça. Boson, il faisait la météo des mers. Oui. Je ne comprenais rien à la météo des mers, d'ailleurs. La météo marine. Oui, la météo marine. Oui. Il y a des codes dans la météo marine, et c'était très spécifique, et je l'entendais, j'étais hyper Pour Dogger, admiratif. Fischer, German, exactement. Tamis, Pas-de-Calais, vous voulez que je fasse? Je m'en souviens comme si c'était hier, je me disais, wow, quel exercice de diction. Oui. Magnifique. C'était repris dans les cours de théâtre à Paris. Ah oui Ah oui, c'est un vrai exercice d'audition. Complètement. De diction, absolument. Mais pour moi, c'était un exercice, enfin, je l'ai compris après, de sophrologie. Je décollais. Je m'auto-hypnotisais. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas Marie-Pierre. Merci Quel à bonheur, vous. c'était un vrai bonheur partagé. Moi aussi, c'était un bonheur pour moi d'être là. Bravo, vous avez osé, c'était le courage de mettre, voilà, c'est beau un livre, hein. Ouais. C'est beau. Hein. Ah, c'est même l'encre, même le papier. Non, mais sérieux. Non, mais c'est beau un livre. J'aimerais être une super petite souris beau. lorsque vous aurez le vôtre dans votre main. Oh, écoute, je vous l'enverrai. Ah, bah, j'espère Je bien. vous promets, je vous l'enverrai Je avec grand compte sur plaisir. vous. Vous allez commenter évidemment avec bienveillance, hein, comme toujours. Partager, nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Est-ce que justement elle fait écho? Est-ce que vous vivez les questions que vous pourriez éventuellement avoir? Et vous savez qu'au fur et à mesure que vous commentez et vous nous laissez des messages, eh bien ça nous permet aussi d'améliorer nos productions et de voir de quelle manière on peut appréhender ces sujets et quels sont les invités que l'on peut vous proposer dans la programmation pour que vous soyez sur cette même vibration, ces mêmes ressentis et voilà, et toutes ces belles voix qui viennent s'installer sur les canapés. Et continuez toute. De toute façon, le ciel est avec vous mais bien sûr. pour tout ce que vous faites parce que c'est merveilleux et vraiment, c'est tellement touchant et tellement joyeux. En tout cas, par rapport à intérieurement, parce que justement, je sais combien ça coûte aussi de mettre en place. Tout ce que vous faites. Donc, il y a des séances de doute, hein. Il y a des petits... Mais c'est bon le doute aussi. Ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un peu de tout. Il y a du doute, de la colère, des angoisses, des questionnements, quelques nuits un peu mouvementées. Et en même temps, quand on passe 1 heure comme ça à discuter avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde... C'est reparti. Exactement. Les batteries sont rechargées. Exactement. Et vous voulez que je vous fasse une confidence? Je vais vous faire une confidence. Avant l'émission, avant notre émission, là, j'ai eu 10 minutes d'un blues. Non. Mais vous pouvez pas vous imaginer. Un cafard. Où vraiment je me suis dit, j'ai eu un coup, comme si on m'avait donné un coup derrière la nuque, comme ça, je me disais, pourquoi tu fais tout ça, quoi? Vous entrez dans le studio, je m'installe, on commence l'émission, le rouge s'allume. Terminé. Ça disparaît complètement. Et la seule appréhension que j'ai, c'est lorsque le rouge va s'éteindre, et qu'on va rendre l'antenne, et je vais me dire, non, on va faire une nuit non-stop. Tout va bien, on continue. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci Marc. À très bientôt, commentez, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.